Et là, on va parler des fake news. Fake news des années 90. Alors moi, j'ai fait vite fait, j'ai fait un petit... j'ai fait un saut de puce. Bonjour à J'ai tous, je suis Pierre du ciné-club La Grotte Chaude. J'ai vu qu'on parlait d'un grippin possédé. Ah non, pas hanté. Possédé, le grippin. J'ai dit non, ça faut que je le traite. Je découvre la personne. Est-ce que je vais m'abonner? Est-ce que je vais pas m'abonner? Peut-être, on va découvrir ensemble. Et on va voir les fake news les plus folles des années 90. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un grille-pain. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais tout vous expliquer. En fait, tout a commencé un peu par hasard. Je scrollais tranquillement sur Instagram et je suis tombé sur un reel complètement absurde. C'était une vieille vidéo dans laquelle on voyait une femme qui expliquait avec un sérieux déconcertant Ah ouais, pire que Mazikine. son toaster était possédé par Satan en personne. Mais comment est-ce possible? Vous voyez bien que ce grippin est possédé, enfin, c'est marqué dessus. Alors à ce moment-là, je me suis dit que c'était un sketch, mais j'ai regardé les commentaires et il y avait plein de gens qui avaient l'air d'y croire. Et en creusant pour essayer de trouver la vérité, je suis tombé dans un rabbit hole qui va nous emmener bien au-delà des frontières du réel. Bon, pour bien comprendre comment on s'est retrouvé avec une histoire de toaster possédé à la télé, il faut remonter au tout début de l'affaire. Nous sommes en 1988 et un journaliste de la chaîne NBC, Boyd Madsen, prépare un sujet pour l'émission Today Show, un genre de journal télévisé diffusé entre 7h et 9h, un peu façon télématin. Pour son reportage du jour, Boyd Madsen veut aller voir comment travaillent les fameux tabloïds, ces journaux qui publient principalement des articles sensationnalistes. Il se rend donc à Boca Raton, une ville de Floride qui est la capitale officieuse de la presse à scandale. Il s'est rendu où, là? À Boca Raton. Boca Raton. Scheisel. Qu'est-ce que tu fous encore dans cette émission? Américaine. Et là, il rencontre un journaliste local qui va l'emmener sur le terrain et lui présenter June O'Brien, une femme qui affirme que son grille-pain est possédé. Et plutôt que de vous la raconter, je vais vous montrer intégralement cette séquence et vous allez voir que c'est complètement... C'est le S! C'est le S qui a possédé son grippin. T'es dans sa ville aussi. Complètement lunaire. Right here where it says put one slice, we heard I am the devil. What kind of voice did the devil have? A very low voice, I'd say sounded like Eli Wallach. Have you saved any of this satanic toast? Yes, I did save it because I wanted to be sure that somebody else would see it. Now this one, can you see that, Richard? Satan Ah ouais, non mais ça c'est la preuve. Hein. Just terrible. Is the toaster still possessed? We still have trouble off and on with it, yes. Ah merde. Putain, mais vous me dites pas aussi les sous-titres. It seems to be aware. Oh! Why have you kept this toaster? Well... Juste ton grippin a un court-circuit, madame. Et le reste, tu l'as gratté dessus. Ça se voit. C'est incroyable. Now, Richard, you know, when all is said and done, it makes good toast. For today, Boyd Madsen, NBC News, Boca Raton, Florida. I'm sorry. Alors vous avez vu, je vous ai pas menti, c'est quand même du grand n'importe quoi. Mais ce qui est surprenant, c'est que bien des années après avoir tourné cette séquence, en 2013, le journaliste Boyd Madsen va confier au National Geographic que ce qu'il fais avait gaffe marqué demain matin, lors de ce Sylvie. tournage, c'est que June avait l'air vraiment sincère. Pour lui, elle ne mentait pas. Il jure que cette femme était réellement convaincue, selon lui, que son grille-pain était habité par le diable. Pourtant, moi, comme je vous l'ai dit, quand j'ai découvert cette vidéo,
bah c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Moi j'avais vraiment l'impression que cette femme, June O'Neill, elle jouait un rôle, et du coup j'ai cherché le reste du reportage pour y voir un peu plus clair. Et figurez-vous que le reste de cette émission parlait de plein d'autres trucs encore plus fous, un petit peu comme l'émission qu'on voit au début de SOS Fantôme 2, où Peter Venkman interviewe une femme qui lui explique qu'elle a rencontré un extraterrestre dans un Holiday Inn qui lui a annoncé la fin du monde. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que Ghostbusters 2 est sorti un... Mais est-ce que l'extraterrestre a donné l'année de la fin du monde? Non, parce que c'est rigolo, c'est qu'à chaque fois que vous vous précipitez à donner des dates, ça ne marche pas. Oui, parce qu'au fur et à mesure, on finit par y arriver aux dates. Après la diffusion de ce reportage, et qu'on y retrouve donc des séquences qui rappellent un petit peu cette ambiance, et surtout une scène dans laquelle on voit un toaster hanté se mettre à danser. Alors, j'ai pas de preuve que c'est ce reportage qui a inspiré la séquence du toaster qui danse dans Ghostbusters 2, mais quand même, je trouve ça un peu troublant. Mais bref, dans notre reportage, le journaliste Boyd Madsen va à la rencontre de plusieurs personnes qui ont toutes vécu des choses absolument hors du commun. Et le truc, c'est qu'il est pas seul. Celui qui lui présente tous ces gens, le mec qui lui sert de guide, c'est un certain Richard Dominic. À l'époque, Richard Dominic, c'est un journaliste du tabloïd The Sun. Un type qui a de prime abord l'air assez sérieux, mais qui a un flair certain pour dénicher tout ce qui est étrange et qui fait vendre. Et Richard Dominic embarque Madsen dans une véritable tournée des bizarreries locales. C'est carrément un safari de l'absurde. Dans un premier temps, notre petit duo de journalistes arrive chez une mère de famille qui raconte avec un calme assez déstabilisant comment elle a été enlevée par des extraterrestres. Ensuite, Richard Dominic raconte à Boyd Madsen une toute autre histoire. Cette histoire, c'est celle d'une femme japonaise qui aurait été cryogénisée pendant 25 ans et qu'on aurait réveillée en parfaite santé. En regardant les photos avant-après, Boyd Madsen est surpris. Il fait remarquer que la femme a mystérieusement grossi depuis qu'on l'a décongelée. Oui, mais c'est normal. C'est à cause de la congélation. Bah oui, t'as l'humidité qui a gelé, ça fait prendre du volume. Non, mais c'est normal. Puis t'as les vaisseaux sanguins aussi qui ont dû exploser. Non, mais c'est logique. Hein. Je ne vois pas d'autre explication. Et il trouve ça assez curieux puisque, légitimement, il se demande comment on peut prendre du poids en étant en stase dans un tube cryogénique. Mais Richard Dominic ne se démonte pas et il lui propose une explication quasi scientifique qui pourrait presque paraître logique. I don't know. I think that what happened is they dehydrated her body, deep freezed her body, and I guess when they added water, I guess like you would instant coffee, she got a little heavier. They added too much water. Could be, yeah. On est presque à mon explication. Absolument pas scientifique et j'étais nul en SVT, mais je crois que ce qu'il nous raconte, c'est à peu près n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'il le dit avec un tel aplomb, avec une telle conviction, que ça en devient presque magique. Et la dernière histoire de ce reportage de la NBC a aussi quelque chose de pas banal. On a un homme qui nous raconte qu'il a traversé un lac gelé et qu'il est tombé dans un trou, il était dans l'eau glacée, il s'est senti partir, et tout d'un coup, il a senti deux toutes petites mains le tirer vers la surface, et quand il a repris connaissance, il était tout seul sur la glace, enfin tout seul, pas vraiment, puisqu'à côté de lui se trouvait sa poupée Howdy Doody, une marionnette culte de la télé américaine des années 50, et elle était complètement trempée. Donc voilà, selon lui, c'est sa poupée qui l'a sauvé d'une mort certaine par noyade, et ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas banal. Bon, alors, c'est sûr, toutes ces histoires sont vraiment plus folles les unes que les autres, mais ce qui m'intrigue le plus, c'est le guide de notre reporter, le mec qui s'appelle Richard Dominic. Depuis le début, sa tête me disait quelque chose, et c'est parce que ce gars, c'est pas n'importe qui, quelques années plus tard, il va carrément changer la face de la télévision américaine. Dans le reportage du Today Show, on le prend pour un simple journaliste qui serait spécialisé dans l'étrange. En réalité, notre homme était en train de devenir un futur architecte du scandale. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il prenait une histoire qui avait l'air absurde, il la présentait avec un certain aplomb, et il la transformait en un article qui, le temps d'un instant, allait captiver des millions de lecteurs à travers les États. Putain, ça a été le premier influenceur drama. Ce mec est le premier influenceur drama. C'est un truc de ouf.
États-Unis. Mais la vraie surprise, c'est quand on découvre ce qu'il est devenu après. Quelques années plus tard, Richard Dominic va quitter les tabloïds. Et au lieu de se chercher une respectabilité journalistique, il va bifurquer vers la télévision. Mais pas n'importe quelle télévision, il va devenir producteur exécutif du Jerry Springer Show. Si vous avez maté le documentaire Netflix de 2025 sur l'émission américaine culte, vous avez forcément déjà vu sa tronche. Et quand on fait le lien entre les tabloïds du début et ce qu'il est devenu ensuite, eh ben on comprend que ce gars, il a jamais changé de méthode. La seule chose qui a vraiment changé, c'est son terrain de jeu. En fait, Richard Dominic, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans le scandale. À l'époque des tabloïds, il arrivait à magnifier l'absurde, il amplifiait l'invraisemblable et il donnait du poids médiatique à des histoires complètement abracadabrantes. Et quelques années plus tard, dans le Jerry Springer Show, eh ben, il a transposé la même recette, mais il l'a appliquée au drame humain. On avait toujours des histoires improbables, toujours des situations rocambolesques, mais en définitive, bah, c'est toujours du contenu sulfureux. Et le génie un peu pervers de Richard Dominic, c'est qu'il a compris une chose, l'important, bah, c'est pas que les gens y croient. L'important, c'est que les gens regardent. Qu'on parle d'un grille-pain. Non mais vraiment... Non mais il y a tous les codes des influenceurs drama. L'important c'est pas que les gens y croient, c'est que les gens regardent. Titre putaclic, on va s'emparer des affaires, machin et tout, quitte à extrapoler autour. Et qui, peut-être que si ça se trouve, les influenceurs drama d'aujourd'hui de YouTube finiront à la télé plus tard. On sait pas, hein. Un possédé qui crache du feu ou d'un mari qui découvre que sa femme le trompe avec sa cousine, dans un cas comme dans l'autre, eh ben on peut facilement rester scotché à son poste de télé. Et en fait, c'est ça qui rend ces productions aussi fascinantes, c'est qu'elles existent dans une sorte de zone grise qui fait qu'on sait plus vraiment si on doit rire ou avoir honte de les regarder. Et alors à ce moment de mon enquête sur notre grille-pain possédé, je me suis posé une question. Est-ce que Richard Dominic, il y croyait un tout petit peu ou pas du tout? Dans le reportage de la NBC, il a l'air de faire comme si c'était le cas, mais connaissant la suite de sa carrière, bah ça m'étonnerait un petit peu. Peut-être qu'il a trop... Oui, moi je crois qu'il avait senti qu'il avait le filon et que quoi qu'il diffuse, il savait ce qui allait faire réagir et comment, qu'il y croit ou non, c'était pas le problème. Trouver des comédiens, peut-être qu'il a pris des gens random et qu'il les a payés pour raconter une histoire qu'il avait inventée aux journalistes de NBC. Parce qu'en réalité, inventer des histoires de toutes pièces, bah c'est un truc que faisait l'un des premiers journaux pour lesquels il a bossé. Ses débuts en tant que petit reporter, Richard Dominic les a fait dans un journal culte, le Weekly World News. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette revue, eh bah imaginez un genre de mélange entre un truc de faits divers comme le Nouveau Détective et un fanzine d'ufologie un peu douteux qui serait bricolé dans une cave, sauf que Weekly World News s'était diffusé à des millions d'exemplaires à travers les États-Unis. L'histoire de cette revue commence en 1979. À l'époque, le grand tabloïd américain, le National Enquirer, décide de passer à l'impression couleur. Mais le problème, c'est que son propriétaire, Generoso Pop Jr., se retrouve avec de vieilles rotatives noires et blancs sur les bras. Et plutôt que de les mettre à la casse, eh ben il a une idée. Il va lancer un nouveau journal imprimé pour pas cher avec ses machines. Et ce journal, c'est le Weekly World News. Un tabloïd vendu pour 1 ou 2 $ à travers les États-Unis et qui choisit de se spécialiser non... Ah non mais le titre avec la vieille meuf dessus. Oh putain. Non pas dans les potins de stars comme ses concurrents, mais dans l'étrange, le surnaturel et les histoires insolites. Au départ, les journalistes s'appuyaient sur de vrais faits divers, des petites brèves surprenantes trouvées dans la presse locale. Mais les ventes n'étaient pas au rendez-vous et ça ne marchait pas assez. Alors, Generoso Pop Jr. leur a mis la pression. Faut frapper plus fort, inventer s'il le faut, mais sortez-moi des histoires qui claquent. Résultat, bah les rédacteurs ont commencé à enlever leur sujet, puis carrément à les inventer. En gros, dès qu'une idée paraissait trop folle pour être vraie, bah c'était parfait. Et petit à petit, le Weekly World News s'est créé un style unique. Prendre un détail minuscule ou une rumeur locale, le transformer en preuve irréfutable et écrire ça dans un article avec le sérieux d'un bulletin météo. Un mélange et se prétendent journalistes, et d'avoir une rigueur journalistique, et apolitique, surtout.
une toute petite part de vérité et de mensonges XXL. Et les unes faisaient tout le boulot. C'était elles qui piégeaient les lecteurs dans les supermarchés. On avait des titres énormes, des photos trafiquées à la photocopieuse, et toujours une promesse impossible à ignorer. Et c'est là qu'arrive la grande star du journal, le fameux Bad Boy. On est en 1992 et... Et tu vois, dans ce bouquin, on est d'accord qu'il n'y a que des conneries. Il n'y a que des conneries qui sont écrites, ils le savent. Tu peux être sûr qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui y ont cru, et c'est les mêmes qui aujourd'hui tu retrouves sur les réseaux à te dire « Mais oui, mais il faut ouvrir ton esprit, tu n'es pas assez ouvert. » Oui, enfin, j'essaye pas de m'ouvrir l'esprit à la hache, parce que quand je vois une connerie, je tente pas de la faire rentrer de force. Un graphiste du journal, Dick Kulpa, travaille sur un montage censé représenter un bébé extraterrestre. Sauf qu'en lui ajoutant des oreilles pointues un peu façon Spock dans Star Trek, il se rend compte qu'en fait, ça ressemble davantage à une chauve-souris. Et voilà, aussi simplement que ça, Bad Boy était né. Le 23 juin 1992, le Weekly World News titre en une « Un enfant chauve-souris trouvé dans une grotte ». Ce numéro-là se vend à près d'1 million d'exemplaires. Et après ça, Bad Boy va devenir une mascotte récurrente du journal. On le suit comme un héros de feuilleton, il s'échappe des laboratoires où il était analysé en secret par le gouvernement, ensuite il est traqué par le FBI, et on lui invente des origines improbables, il est tantôt le fils illégitime d'un chanteur... Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Oui, c'est Gollum, t'as raison. Mais t'as raison. Non mais là, il y a droit d'auteur, là. Et le Seigneur des Anneaux, vous avez plagié, en fait. Où il était analysé en secret par le gouvernement, ensuite il est traqué par le FBI, et on lui invente des origines improbables, il est tantôt le fils illégitime d'un chanteur de country, tantôt une créature échappée des égouts, issue d'une vieille lignée de mutants oubliés. Et le plus fou, c'est que Bad Boy finit même par s'inviter dans l'actualité mondiale. Après le 11 septembre, le Weekly World News publie un article dans lequel on nous explique que Bad Boy a sauté une clôture d'une base militaire. Non. Non, pas en 2000. Non, parce que moi, quand il me parlait de ça, je pensais que c'était les années 80-90. Non, mais non. Pour s'engager dans les Marines. Il reçoit même une médaille du mérite pour son aide à la capture de Saddam Hussein. Autrement dit, on réécrivait l'histoire américaine avec un monstre de papier glacé. Et d'ailleurs, le personnage est devenu tellement mythique qu'il a même eu droit à sa propre comédie musicale. Alors, Bad Boy, c'est un truc de fou, mais c'était qu'un début. On avait par exemple l'homme alligator, le Manigator, une créature découverte dans le bayou qui pourrait être le... Ça, on continue à en entendre parler. Comme la femme sirène, etc., etc. Donc ouais, quand je vous dis qu'il y a des gens qui lisent ces trucs-là et ils y croient, bah ouais. Et ça traverse même les époques. Le chaînon manquant de l'humanité. On apprenait également que Bill Clinton travaillait en collaboration étroite avec des aliens et qu'il avait même fait un tour dans leur soucoupe volante. Oh putain, je l'avais vu ce truc-là. Et mais dites-vous que dans les sphères conspi, ça, ils y croyaient. Ils y croyaient pour de vrai. Et on découvrait l'histoire d'une femme qui attendait le futur enfant du célèbre Bigfoot. Et on nous révélait qu'Elvis Presley avait été cloné en 1976 et que ces clones s'étaient échappés. C'est chiant ça. Et le tout était toujours présenté avec le même sérieux. C'était pas du tout comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec le Gorafi qui assume son côté second degré, parce que le Weekly World News, ça jouait sur l'ambiguïté, ils essayaient de faire croire plus ou moins que c'était vrai. Alors oui, il y avait plein de gens qui l'achetaient pour se marrer, mais il y en avait aussi beaucoup qui y croyaient en mode premier degré. Et le truc, c'est que ce phénomène des tabloïds qui racontent un peu n'importe quoi, ça a fini par s'exporter, et c'est arrivé jusqu'en France. Parce que oui, dans les années 90, on a vraiment eu notre âge d'or du paranormal mainstream. Et pour beaucoup d'entre nous, ça commence avec une émission qui est devenue culte, Mystère. Si vous avez grandi au début des années 90, vous vous en souvenez forcément. Oh que oui.
Qui se souvient... Oh putain, faudrait qu'on se retrouve les épisodes de Mystère, qu'on se les fasse. Qui se souvient de Mystère? Oh, moi j'ai un épisode, je m'en rappellerai toujours, où t'avais une vieille qui racontait, mais oui, les pommes, elles sont sorties du cellier, elles se sont mises à voler, et elles ont traversé la porte comme si elles étaient immatérielles. Pose ton Ricard, Ginette. Tout a commencé au début de l'été 1992 sur TF1. Une nouvelle émission débarque en première partie de soirée à un créneau auquel on avait plutôt l'habitude de mater les aventures du commissaire Navarro campé par Roger Hanin. Et l'émission Mystère, elle va marquer à jamais l'histoire de la télévision française. Un chat perdu appelle son maître dans ses rêves. Hasard ou prémonition? C'est indubitablement une transmission de pensée d'un animal à un homme. Et un voyage au cœur du temps dans la légendaire forêt de Brocéliande. Vendredi, Alexandre Balou reçoit des spécialistes pour tenter de comprendre l'inexplicable. Mystère, le magazine du surnaturel, vendredi 20h50 sur TF1. Le présentateur, Alexandre Balou, ancien directeur de l'info sur M6, prenait la parole avec son ton plutôt grave, presque professoral. Et sa présence, ça a contribué à rendre le truc vachement plus crédible, puisqu'on avait un journaliste que les gens considéraient comme sérieux, qui nous racontait des histoires de fantômes et d'ovnis, avec la même rigueur que s'il nous annonçait les résultats d'une élection présidentielle. Dans le premier numéro, on découvre Lucie et Jean-Marc Belmer, un couple de Saint-Quentin en Picardie. Et ils habitent dans ce qui restera l'un des cas les plus marquants de l'émission, la maison qui saigne. Dans une reconstitution aujourd'hui devenue culte, on voit le couple terrorisé par des taches de sang qui apparaissent spontanément sur les murs de leur maison. Sur fond de musique dramatique, la caméra nous montre ce sang qui coule sur les murs et les visages bouleversés du couple. À l'époque, ça a traumatisé toute une... Mais c'était toujours des reconstitutions. T'avais jamais de photos, jamais quoi que ce soit qui a été filmé, non, que des reconstitutions. C'était des témoignages. Attention, et c'est solide un témoignage quand même. Ça peut pas être... Non, faut pas remettre en cause. Tac... Putain, mais il modère vraiment n'importe quoi, Automode. Une génération de spectateurs. Entre 1992 et 1994, au fil de ces 20 émissions, le programme a raconté près de 90 histoires, toutes plus étranges les unes que les autres. Il y avait notamment l'histoire des 3 clous que je vous avais raconté il y a quelques années lors d'un live de l'étrange sur la chaîne de Sylar, où on découvrait l'histoire d'une bourgeoise qui était tourmentée par tout un tas de phénomènes surnaturels qui étaient en fait provoqués par un ensorcellement dont sa femme de ménage était à l'origine. On avait aussi l'histoire bien flippante de la petite fille aux yeux exorbités, un autre cas de maison hantée qui est devenu culte et dont Sylar vous a aussi parlé sur sa chaîne YouTube. Et puis, il y avait aussi le fantôme de Lucie, l'histoire d'un spectre qui erre dans le château de Vos et qui faisait face dans l'émission à une équipe d'enquêteurs du paranormal. Et puis, bien sûr, il y avait l'inoubliable histoire des pommes volantes où une maison hantée en Normandie voyait ses occupants littéralement bombardés par des fruits qui flottaient dans les airs. Chaque fois, l'émission mélangeait une reconstitution un peu cheap, avec parfois les vrais témoins qui jouaient leur propre rôle, et ensuite on avait une séquence en plateau où des scientifiques tentaient d'apporter une explication rationnelle. Des scientifiques À ces phénomènes. C'était un peu comme un mélange de film de série B et de journal télé, un mélange assez surprenant qui, bizarrement, fonctionnait très très bien à l'époque. Ah putain oui, Alphadir, je m'en souviens de celle-là. Le mec qui disait qu'il arrivait à conduire les yeux bandés. Oh non, mais un truc de ouf. Alors on s'en rend plus forcément compte aujourd'hui, mais Mystère c'était vraiment un ovni télévisuel. C'était en fait la première fois qu'une grande chaîne française consacrait un programme mensuel entier au paranormal, diffusé en prime time. Et malgré son côté kitsch, l'émission a marqué les esprits et surtout, elle a ouvert la porte à d'autres tentatives du même genre. Dans les années 2000, on a Christophe de Chavannes qui a tenté plus ou moins de ressusciter l'esprit de Mystère avec la soirée de l'étrange, mais ça n'a jamais vraiment eu le même impact, principalement parce que les sujets étaient traités avec un ton bien moins premier degré et bien moins sérieux que celui de Mystère. En parallèle, on avait aussi un autre grand nom de la télé française qui s'imposait, c'était Jacques Pradel. Dans les années 90, c'était le maître incontesté de ce qu'on appelait alors la télé-vérité.
Des émissions qui faisaient témoigner des gens qui avaient vécu des choses traumatisantes, notamment avec Perdu de vue et Témoin numéro 1. Et en 1995, un an tout juste après l'arrêt de Mystère, Jacques Pradel va tenter à son tour de surfer sur le paranormal avec l'Odyssée de l'étrange. Jacques Pradel est passionné par son sujet, l'émission fonctionne pas mal, mais un scandale va la stopper net. Ce scandale, c'est la diffusion en prime time d'un documentaire douteux sur l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on en a parlé en long, en large et en travers dans une vidéo sur la chaîne de Sylar, le lien est dans la description. Mais bref, avec cette histoire... Si vous connaissez pas Sylar, abonnez-vous. Qui a fait grand bruit, l'émission a disparu au bout d'un an. Mais la machine était lancée et il n'était désormais plus tabou de parler de paranormal au grand public. Et c'est dans ce contexte qu'arrive en 1994 dans l'Hexagone un journal qui va faire date, Info du Monde. Derrière ce projet, il y a Stéphane de Ronay, un éditeur malin qui décide d'importer le concept américain du Weekly World News. On prend les mêmes recettes, des aliens, des complots, des célébrités impliquées dans des histoires absurdes, et on les adapte au public français. Et les unes de ce magazine étaient irrésistibles. On apprenait que JFK était toujours vivant, on découvrait l'histoire d'une femme dont la langue mesurait 25 cm, on apprenait l'existence d'un quatrième membre caché du boys band les To Be Free, et bien sûr on avait la déclinaison française de l'enfant chauve-souris qui pour l'occasion avait changé de prénom. Alors on n'était pas vraiment dupes, mais on se laissait quand même tenter parce que c'était intriguant tout ça. On rentrait dans la maison de la presse pour s'acheter un numéro de Strange. Ouais, Sophie, quand tu vois les horaires d'avant, et ils étaient à l'heure, et il y avait moins de pubs. Aujourd'hui, ils commencent plus tard, et 2 minutes après, t'as une coupure pub. C'est un truc de fou. Ou 2-3 cartes Dragon Ball, et on repartait pour 4 francs de plus avec un magazine bien chelou à découvrir en cachette à la maison. Mais le truc le plus fou et que je pense beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'en 1995, Info du Monde passe par la case télé et devient une émission sur France 2. Le concept du journal est adapté pour un pilote d'émission intitulé On nous cache tout, on nous dit rien, en référence à la chanson de Jacques Dutronc. À la présentation, on retrouve Arthur qui était alors une étoile montante de la chaîne. À ses côtés, on a Jean-François Alain, qui était l'un des scénaristes des Guignols de l'info, et on a Patrick Timsit, invité en grand témoin. Le concept, c'est de reproduire à la télé le délire des tabloïds avec le même ton faussement sérieux. Et là, c'est du grand n'importe quoi. On découvre... Ah non, vous parlez pas d'OVNI. Hein. Ah non, c'est la capsule d'après. Ah non, faut pas déconner. L'histoire d'un perroquet qui est protégé par le FBI et qui doit être extradé pour témoigner dans le cadre d'une affaire de règlement de compte mafieux. Il y a aussi un sujet sur des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres et qui reviennent non seulement plus intelligents, mais aussi vachement mieux sapés qu'avant. Et on a l'histoire d'un homme qui provoquerait des crashs d'avion simplement en assistant dans le public à des meetings. C'est la pub, on attend. Donc c'est bien toutes les 30 minutes. On attend pour la pub. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on attend actuellement ceux qui se tapent la pub. Ah oui, c'est normal, on est comme ça, on est sympa. Et on les attend. Théoriquement, on va attendre une petite minute. Ah mais moi aussi je suis en pub. Hein. Ah voilà. Ouais. Tiens, avant qu'on redémarre, j'étais en train de noter justement pour des futures vidéos. Il y avait Mystère
le truc. Et il y avait une émission où, tu sais, ils allaient retrouver des personnes que machin, et tu devais ouvrir le rideau et tu avais le choix d'ouvrir ou pas le rideau. Ça s'appelait comment cette émission là? Est-ce que vous vous rappelez de comment ça s'appelait ce truc-là? Perdu de vue. T'es sûr de ça? C'était perdu de vue? Ou, tu sais, il te retrouvait une ancienne amoureuse, et puis oui, je veux me mettre en couple avec toi, et puis c'était l'amoureuse qui devait dire oui, je décide d'ouvrir le rideau, ou pas, ou... Il y a que la vérité qui compte. Ouais, c'est ça. Il y a que la vérité qui compte. Ah putain, on va se les faire, ces trucs-là. Alors après, je sais pas trop si ça va passer sur Twitch, et sur YouTube après pour la rediff. Qui compte. Voilà, bah, j'ai noté ces deux trucs-là. On va essayer de se les caler à un moment. Ah, qui existe encore? Oh putain, c'est vieux. Aérien. Le tout est présenté comme un vrai magazine d'investigation avec de la musique dramatique et des reportages sur le terrain. Mais ça va bientôt poser problème. Parce que même si en plateau on a Patrick Timsit qui fait un peu le guignol en se moquant des reportages et aussi des comédiens qui viennent jouer le rôle de vrais spécialistes ou de témoins, eh ben Arthur il fait comme si tout était vrai. On ne dit jamais au public que tout est bidon et du côté de France Télévisions, eh ben ça va pas mal crisper les vrais journalistes qui craignent qu'avec ce genre de programme, leur travail on ne peut plus sérieux soit totalement décrédibilisé. Alors après un unique numéro diffusé le 10 juin... Ouais, pour Mystère, je sais Alpha dire, Seb avait fait ça, mais c'est sur YouTube après, je sais pas si ça va passer, et il y a que la vérité qui compte, je sais pas, ni sur l'un ni sur l'autre. 1995, la version télé d'Info du Monde s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Et si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemblait, on peut retrouver des petits morceaux de l'émission sur la chaîne YouTube La Télé en arrière. Je vous ai mis un lien dans la description, allez y jeter un œil. Alors voilà, on vient de faire une grosse plongée dans cette période un peu bizarre où on parlait volontiers de paranormal dans les médias mainstream à une heure de grande écoute, et on a découvert comment certains se sont engouffrés dans la brèche en inventant des histoires complètement bidons pour faire du fric. Et il faut rappeler que tout ça, c'est arrivé à une période où on n'avait pas vraiment internet, donc on pouvait rien vérifier. Mais pour en revenir à la base de cette vidéo, l'histoire du grille-pain possédé, eh ben, est-ce que c'était un faux reportage? On l'a vu, Boyd Madsen, le journaliste du Today Show, lui, il a affirmé qu'il y croyait encore. Il avait été impressionné par June O'Brien et les flammes qui sont sorties de son toaster, mais le problème, c'est que plus on fouille, plus on creuse, et plus on se rend compte qu'il n'existe aucune trace de cette histoire. Pas d'article dans la presse locale, pas de témoignages annexes, il y a rien. Et quand on regarde la carrière de Richard Dominic, le fameux guide de Madsen, eh ben le doute s'épaissit encore plus. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que tout a été inventé et bidonné? Comme dirait l'autre, c'est à vous de voir, mais pour moi, tout est faux. Mon hypothèse, c'est je partirais du principe aussi que ça sent pas bon comme histoire. que peut-être que Boyd Madsen était de bonne foi, mais si c'est le cas, je pense qu'il s'est fait avoir par Richard Dominic, qu'il a piégé avec une comédienne ou n'importe qui qu'il a payé pour jouer un petit rôle, et un grille-pain qu'il aurait bricolé. Parce que, n'oublions pas que Richard Dominic, il est quand même passé par le Weekly World News, et que le Weekly World News comme Info du Monde, ou même comme l'émission On nous cache tout, on nous dit rien, et ben tout ça, ça reposait sur le même principe, inventer des histoires folles, mais les présenter comme si c'était vrai. Et s'il a réussi à piéger la NBC avec son toaster possédé, bah en vrai c'est un sacré coup de maître parce que c'était une chaîne sérieuse qui a donné du crédit à ces histoires. Et on arrive maintenant à la fin de ce voyage dans l'univers du kitsch médiatique et j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez déjà eu entre les mains un vieux numéro d'Info du Monde. Alors dans le chat, ils m'ont dit Facteur X, et je pense que j'en ai eu un ou deux épisodes où ils parlaient d'une soucoupe volante avec la technologie extraterrestre qui était au centre et qui faisait un truc anti-gravité, c'était assez rigolo. Pas plus de deux exemplaires j'ai eu. Et est-ce qu'il nous reste des petits ratons là sur le chat? On est d'accord qu'il allait dans la ville de Boca Raton. Devinez sur quelle chaîne on est? La caverne de Pierre. Bon, ben abonnez, parce qu'on va s'en faire quelques-unes. Alors moi, j'aurais aimé
qui me fasse, tu sais, un peu plus la description de l'histoire du début, là, le truc du grippin hanté. Ah, ça m'aurait fait marrer qu'ils décrivent toute l'histoire, là, qu'on sache les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'il y en avait pas plus que ce qu'il a actuellement. Mais ouais, putain, cette histoire, là, elle me faisait trop marrer.